Tout le monde pense que la puissance militaire de l'Amérique vient de ses porte-avions, de ses avions de chasse et de ses bases à l'étranger. Ils ne regardent pas au bon endroit. La véritable source de la puissance américaine est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Parce que si Washington en avait besoin, il pourrait transformer d'immenses parties de l'économie mondiale en un réseau d'approvisionnement militaire presque du jour au lendemain. Et c'est pourquoi quelque chose d'étrange se passe en ce moment. L'armée américaine semble battre en retraite. D'énormes bases à travers l'Europe et le Moyen-Orient ferment. Les cartes suggèrent que l'Amérique se retire. Mais les images satellites racontent une histoire complètement différente. Au cœur de la jungle philippine, sur des îles isolées du Pacifique, dans des lieux que peu sauraient situer sur une carte. De nouvelles pistes, des dépôts de carburant et des installations militaires apparaissent. Voici la baie de Subic, aux Philippines. C'était autrefois la plus grande base américaine à l'étranger. Ensuite, elle a fermé en 1992. Cela a marqué le début d'une tendance. L'armée américaine comptait 1600 bases à l'étranger pendant la guerre froide. Aujourd'hui, officiellement, il y en a 800, et ces bases se réduisent au strict minimum. À l'autre bout du monde, la base aérienne de Thulé au Groenland, autrefois la pièce maîtresse de l'Arctique, est passée de 6000 soldats à 150. Même la base aérienne de Ramstein en Allemagne a réduit ses effectifs. Il ne restait plus que 5000 soldats en mai 2026. Il y a aussi Peleliu, une petite île de Palaos. Elle a été le théâtre d'une bataille féroce pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a été abandonnée par la suite parce que, eh bien, regardez-la, elle est au milieu de nulle part. Et c'est pour ça qu'elle est parfaite. Tout cela fait partie du réseau secret du Pentagone. L'armée américaine a reconstruit la piste d'atterrissage de la Seconde Guerre mondiale en 2024 et l'a rendue assez grande pour accueillir la plupart des avions de la flotte, y compris l'énorme C-130 Hercule. À première vue, construire des pistes d'atterrissage sur de minuscules îles du Pacifique n'a aucun sens. Après tout, la marine américaine possède déjà 11 porte-avions, mais c'est justement là le problème. Les porte-avions sont énormes. Ils sont visibles. Et dans une guerre moderne, la visibilité peut être un handicap. Il y a 30 ans, un groupe aéronaval pouvait à lui seul transformer le climat politique d'une région du jour au lendemain, parfois sans tirer un seul coup de feu. En 1996, lors de la crise du détroit de Taïwan, les États-Unis ont envoyé 2 groupes aéronavals dans la région. Le message était si fort que Pékin a reculé. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, les adversaires de l'Amérique ont passé des décennies à développer des missiles conçus pour détecter et détruire des cibles comme les porte-avions. Même dans des zones de combat comme le golfe Persique, les porte-avions opèrent à des centaines de kilomètres des côtes iraniennes. C'est le seul moyen pour le Pentagone de garantir leur sécurité face aux missiles et drones. Cela a été évident le 5 février 2026 lorsqu'un drone iranien s'est dangereusement approché d'un porte-avions. Et l'Iran n'est pas la référence, c'est la Chine. Si une puissance régionale peut créer des problèmes à un groupe aéronaval, imaginez ce qui se passe lorsque le rival le plus puissant des États-Unis est impliqué. Mais les porte-avions ont encore un avantage, ils peuvent se déplacer. Ce n'est pas le cas des grandes bases américaines à l'étranger, dont les coordonnées et pistes d'atterrissage sont publiques et visibles sur Google Maps. En cas de conflit, elles sont parmi les premières cibles. Si les porte-avions deviennent plus vulnérables et les bases traditionnelles plus exposées, quelle sera la prochaine étape pour le Pentagone ? Quelque part difficile à trouver, quelque part encore plus difficile à atteindre. L'argent en dit long. Des milliards de dollars sont investis dans un réseau de pistes d'atterrissage isolées, centres logistiques et avant-postes insulaires dans le Pacifique. Entre 2000 et 2021, l'armée américaine a dépensé entre 70 et 120 milliards de dollars pour construire ou agrandir des installations à l'étranger, même si les anciennes bases fermaient ou réduisaient leur taille. Le Congrès a attribué des milliards de dollars supplémentaires pendant ces années-là pour des projets de construction à des sites non précisés dans le monde entier. La partie la plus étrange, c'est que personne ne sait vraiment quelle est l'ampleur de ce réseau. Beaucoup de ces sites sont financés sous des catégories vagues, comme emplacements non spécifiés. Le public ne sait pas combien il y en a. Le Congrès, souvent, ne le sait pas non plus. En 2017, 4 soldats américains ont été tués lors d'une embuscade au Niger. L'attaque a déclenché quelque chose de plus troublant que le chagrin. Lors des auditions au Sénat qui ont suivi, plusieurs membres du Congrès ont admis qu'ils n'avaient aucune idée que l'armée américaine opérait qu'au Niger à une telle échelle. Ils ignoraient qu'environ 1000 membres du personnel américain étaient stationnés dans le pays. On ne leur avait rien dit, personne n'en avait eu besoin. Les troupes étaient arrivées, avaient été approvisionnées,
et opérait depuis des mois grâce à un réseau logistique qui ne nécessitait aucune autorisation du Congrès pour une base. L'embuscade l'a simplement révélé. La question que cela a soulevée était celle à laquelle Washington voulait le moins répondre. Comment une armée de 1000 soldats peut-elle apparaître dans un pays sans que personne ne le remarque? Ainsi, la capacité de l'armée américaine à atteindre ces lieux non spécifiés commence avec la flotte. Aujourd'hui, la marine américaine compte moins de 300 navires de la flotte de combat. Cela semble être un problème, surtout quand on réalise qu'à la fin de la guerre froide, la flotte était presque 2 fois plus grande. Pendant des décennies, les amiraux et les politiciens ont averti que la marine devenait trop petite. Ils réclament plus de navires, mais la flotte diminue car la capacité de construction navale manque actuellement. Ce n'est sans doute pas un hasard. C'est en partie parce que la marine américaine possède une flotte fantôme, qui est plus difficile à cibler. Vous avez déjà entendu parler de la force logistique de combat? La plupart des gens non. Si vous croisiez un de ces navires en mer, vous penseriez sûrement à un simple pétrolier. C'est le but. Ils n'ont aucune arme utilisable. Les personnes à bord sont des marins marchands civils. Ce n'est qu'un des nombreux déguisements astucieux du Pentagone. Ces navires marchands ne sont pas vraiment des navires marchands. Le signe révélateur se trouve directement dans le nom. USNS, navire de la marine des États-Unis. Ils ressemblent à des navires commerciaux, mais relèvent du Military Sealift Command, pas d'une compagnie maritime. Leur cargaison n'est pas disponible sur Amazon. C'est tout ce dont la marine américaine a besoin pour combattre. Des navires qui livrent de la nourriture, des munitions, des pièces de rechange, et des ravitailleurs qui fournissent du carburant. Ces navires, prépositionnés dans le monde, transportent ce dont les États-Unis ont besoin pour lancer une opération. Chacune de ces unités peut soutenir jusqu'à 17 000 Marines et marins, avec tous leurs moyens terrestres, maritimes et aériens, et personne n'en sait vraiment beaucoup à leur sujet. Mais la dépendance va encore plus loin que la logistique. Bien plus loin. L'armée américaine ne peut même pas mener correctement des missions de reconnaissance sans la force logistique de combat. L'une des missions de ces navires consiste à soutenir des missions scientifiques et techniques et à recueillir des données sur les missiles et sous-marins ennemis. À partir de la fin janvier 2026, l'armée américaine a déployé des moyens en Méditerranée orientale et autour de la péninsule arabique. L'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford faisaient tous deux partie de ce dispositif, avec au moins 11 destroyers de la classe Arleigh Burke, ainsi qu'un écran de destroyers, de sous-marins d'attaque et d'autres navires de guerre répartis dans toute la région. Des milliers de soldats supplémentaires ont été acheminés dans la région lors de plus de 250 vols de transport militaire. L'Iran était encerclé. C'était le plus grand déploiement militaire au Moyen-Orient depuis 2003. Et cela aurait été inutile sans deux bureaux dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le Military Sealift Command possède un bureau à Manama, à Bahreïn, et son bureau européen à Naples, en Italie. Ainsi, des navires de la force logistique de combat comme l'USNS Henry J. Kaiser et l'USNS Karl Brashear étaient présents pour livrer du fret sec comme de la nourriture, des munitions et du carburant. Pendant des décennies, le Moyen-Orient était le lieu où l'armée américaine obtenait le plus facilement du carburant, un atout de la région. Le réseau fonctionnait parce que tout était connecté, une vaste chaîne d'approvisionnement qui pouvait permettre aux forces américaines d'opérer presque indéfiniment. Mais lorsque ce réseau est sous pression, les conséquences se propagent rapidement. Soudainement, le carburant n'était plus là où il était censé être. Les navires ne peuvent plus opérer librement. Ceux spécialement équipés pour transférer du carburant vers les ravitailleurs de la marine américaine en mer étaient piégés. Le détroit d'Ormuz est devenu le point d'étranglement le plus coûteux au monde. Alors, la marine a dû s'adapter. Au lieu de compter sur des ports fixes, elle dépend désormais fortement de pétroliers civils comme ceux de la classe Henry J. Kaiser, des navires qui opèrent loin au large, ravitaillant les navires de guerre en mouvement constant. Un navire arrive pour transférer du carburant. Un autre s'éloigne après avoir fait le plein, et le cycle se répète tandis que la source de carburant diminue. C'est une leçon importante à retenir pour l'armée américaine. Tout affrontement avec la Chine au sujet de Taïwan amplifierait ce problème. Bonne nouvelle pour la marine américaine. Ce système a été testé en opération moderne et a prouvé qu'il pouvait encore fonctionner. Chaque ravitailleur peut transporter environ 6,8 millions de gallons de carburant, soit assez pour alimenter un Boeing 747 pendant plus de 5000 heures de vol continu. La mauvaise nouvelle, c'est une question d'échelle. Il n'y a que 32 navires au total, et seulement 15 d'entre eux sont des ravitailleurs. Donc, en théorie, les calculs tiennent la route. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour,
Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 € avant d'aller plus loin. Clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. Mais c'est seulement si tout se passe bien. Et l'affrontement avec l'Iran montre qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça tourne mal. Depuis des années, les experts à Washington alertent sur la vulnérabilité liée à la capacité de transport maritime de l'armée américaine. Compter sur une poignée de navires civils non armés pour supporter l'énorme charge de carburant n'est pas une stratégie viable dans un monde où l'ennemi est un État rival disposant de drones et de missiles prêts à l'emploi. Ce n'est plus la guerre contre le terrorisme. Supposons qu'une urgence éclate dans le Pacifique au sujet de Taïwan. Parce que, comme nous l'avons déjà constaté, cette capacité de transport maritime est limitée. Dans un conflit sur des milliers de kilomètres d'océan, une capacité limitée devient vite fragile. Avec seulement 32 navires dans la force logistique de combat de la marine américaine, des renforts sont nécessaires. Techniquement, il y a 40 autres navires en réserve dans les ports américains, au cas où les choses tourneraient mal, mais beaucoup d'entre eux sont vieillissants. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc le Pentagone compte sur ce qu'on appelle VISA. C'est l'accord volontaire de transport intermodal par mer. Il a été créé sous sa forme actuelle en 1997 et c'est l'une des parties les moins comprises du système logistique militaire américain. En cas de crise, le gouvernement américain peut mobiliser des navires marchands américains et la capacité maritime commerciale des entreprises privées. Ces navires sont là pour que l'armée américaine puisse les utiliser en cas d'urgence, et pendant une guerre, ils entrent en action. Ils n'ont pas le choix. Si une compagnie maritime inscrit un navire au programme VISA, elle s'engage à ce que ce navire soit disponible pour le gouvernement américain, lorsque le programme sera activé en cas d'urgence nationale. À ce moment-là, les besoins de transport militaire priment sur les horaires commerciaux habituels. Il n'y a pas de paiement direct du Pentagone pour ces navires, mais la récompense reste considérable. Leurs propriétaires obtiennent la priorité sur les futurs contrats de fret avec le département de la Défense en temps de paix. C'est pourquoi 90% des navires utiles sur le plan militaire battant pavillon américain ont adhéré au programme Sealift. Il y a maintenant 60 navires dans la flotte, et ils y resteront au moins jusqu'en 2035. En étendant son influence à la flotte marchande américaine, le Pentagone obtient l'accès à une vaste capacité de transport maritime commercial, à des centaines de milliers de conteneurs de 20 pieds, à des millions de pieds carrés d'espace pour le transport de charges lourdes, et à des millions de tonnes de fret maritime mondial. Une capacité de port en lourd qui circule déjà chaque jour dans le commerce international. La plupart des plus grands navires commerciaux du monde opèrent sous pavillon étranger, en dehors du cadre de programmes comme Visa. Ils ne peuvent pas simplement être réquisitionnés. L'influence passe plutôt par les contrats, un moyen bien plus subtil. En cas de crise, les États-Unis peuvent surenchérir sur presque tous pour obtenir des capacités de transport maritime. Pas en saisissant les navires, mais en payant pour un accès prioritaire à ceux-ci. C'est un système plutôt astucieux, mais ce n'est pas forcément une innovation. Il n'a même jamais été activé auparavant. En réalité, c'est une copie de quelque chose que l'armée de l'air fait déjà et a déjà utilisé auparavant. L'armée américaine possède plus de 13 000 avions, de loin le plus grand nombre de toutes les forces armées sur Terre, avec des avions de transport comme le C-130 capables de déplacer des troupes, des véhicules et du matériel lourd directement vers des positions avancées. Mais l'immense majorité des militaires américains
n'atteignent pas réellement leur destination lointaine, à bord de ces avions. Les portes du terminal E à l'aéroport international BWI dans le Maryland ou à l'aéroport de Seattle-Tacoma dans l'État de Washington semblent ordinaires. Les personnes qui les traversent paraissent ordinaires. Pourtant, ces vols ne vont pas vers des centres de vacances ou des itinéraires commerciaux classiques. Ils relient directement les déploiements militaires américains à travers l'Europe, le Moyen-Orient et des endroits stratégiques dans l'Arctique comme le Groenland ou à travers le Pacifique vers des lieux comme la base aérienne Andersen à Guam. La plupart des personnes franchissant ces portes sont des membres actifs de l'armée américaine, mais n'utilisez pas d'avions de l'armée de l'air. C'est le même modèle que celui utilisé par les opérateurs civils. Atlas Air, Omni Air, National Airlines. La différence, c'est la cargaison. On l'appelle le Patriot Express. Il est là pour servir les soldats qui sont en permission ou qui reçoivent l'ordre de se déplacer d'une base à une autre. Ces entreprises privées sont tellement intégrées au réseau de transport du département de la Défense qu'elles peuvent opérer sur certains des sites les plus secrets au monde. La base navale de Norfolk, la plus grande base navale du monde. D'ici, les soldats peuvent prendre le Patriot Express jusqu'à Diego Garcia dans l'océan Indien. C'est plus cher que d'utiliser les compagnies aériennes classiques pour transporter les soldats, mais aussi plus efficace. C'est aussi beaucoup moins cher que de déplacer tous les soldats avec d'énormes avions cargo comme le C-5M Super Galaxy, qui coûte 57 500 $ pour chaque heure passée dans les airs. Ensuite, il y a les 40 heures de maintenance pour chaque heure de vol. Avec un tel coût, il n'est tout simplement pas logique d'utiliser ces avions pour des déplacements de routine. Donc, le Patriot Express est là pour répondre à la demande, et elle est énorme. 340 000 personnes prennent à ces avions chaque année. Rappelez-vous, il y a environ 170 000 membres du personnel stationnés à l'étranger en permanence, et ces membres du personnel sont souvent accompagnés de membres de leur famille. C'est un flux constant de clients. En ce qui concerne le secteur aérien, c'est à peu près aussi sûr que possible. Le Pentagone paie bien, mais ces compagnies aériennes spéciales cherchent toujours un moyen de gagner plus d'argent. C'est pour ça qu'il y a Space A. L'armée américaine peut être occupée, mais même les vols Patriot Express ne sont pas complets. Si vous êtes propriétaire d'une compagnie aérienne, c'est une catastrophe. Les vols sont chers, quel que soit le client. Alors les cadres de l'entreprise font une offre. Les militaires retraités peuvent profiter de Space A si leurs voyages coïncident avec les vols et emmener leurs animaux à bord. C'est un avantage supplémentaire d'être vétéran de l'armée américaine, et un moyen de remplir les poches des propriétaires de compagnies aériennes. Mais l'influence de l'armée américaine dans le secteur aérien va bien au-delà de quelques contrats avec des transporteurs spécialisés. Les choses sont devenues difficiles en Afghanistan à l'été 2021. Alors que les talibans se rapprochèrent de Kaboul, il a fallu évacuer rapidement les troupes et les réfugiés certifiés. Le réseau logistique de l'US Air Force a été mis sous pression. Il n'a pas la capacité de répondre à la demande. Il a donc fallu chercher ailleurs, ni du côté du Patriot Express, et pas vers ces avions cargo coûteux. Ils se sont donc tournés vers la flotte aérienne de réserve civile de l'US Air Force. 18 avions de la flotte ont été mobilisés pour aider à transporter des personnes alors que la situation en Afghanistan empirait. Bien sûr, les transporteurs du Patriot Express étaient impliqués, mais 4 venaient de United Airlines, 3 venaient de Delta, et 2 venaient de Hawaiian Airlines. Ils ont déplacé des troupes depuis des endroits au Qatar, à Bahreïn et en Allemagne parce que les avions habituels étaient hors débordés. Voilà la flotte aérienne civile en action. Elle s'est composée de 450 avions répartis entre 25 compagnies différentes, allant de votre compagnie aérienne préférée à FedEx et UPS. Chacune d'elles s'est engagée contractuellement à fournir 30% de sa flotte de passagers et 15% de sa flotte cargo disponible au programme. Les compagnies aériennes gardent le contrôle opérationnel, mais doivent fournir avions et équipages qualifiés si le Pentagone les sollicite. Elles doivent soutenir la mission dans les 3 jours après l'appel. Impossible de s'y soustraire. 268 de ces avions sont destinés aux missions internationales de longue portée, et ce sont ceux qui ont été utilisés en Afghanistan. Le Pentagone ne paie pas pour l'entretien de la flotte, mais si tous ces avions étaient activés, ils pourraient assurer 90% du transport de passagers de l'armée et 40% de son fret. C'est comme être propriétaire et faire payer tout l'entretien aux locataires jusqu'à avoir besoin du bâtiment. Les contrats peuvent atteindre plus d'1 milliard de dollars par an, comme on l'a vu lors de la préparation de l'opération Liberté irakienne en 2003. Mais toute cette cargaison sur les navires et les avions doit être stockée quelque part. Il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, une grande partie se trouve dans des endroits que la plupart des gens ne remarquent jamais.
Des entrepôts derrière les installations portuaires, des zones de transit temporaire près des aérodromes, des centres logistiques commerciaux sous contrat militaire. Le même schéma, simplement à des adresses différentes. On l'appelle la Defense Logistics Agency. Vous pouvez peut-être simplement l'appeler le plus grand entrepôt du monde, car les chiffres sont stupéfiants. L'organisation gère et distribue généralement 5 millions d'articles différents par an. Revenu annuel moyen, entre 45 et 47 milliards de dollars. À titre de comparaison, la valeur totale des stocks d'Amazon pour 2025 était de 38,3 milliards de dollars. Le siège se trouve à Fort Belvoir, en Virginie, mais cette opération s'étend à tous les États et à 122 sites internationaux. Mais il y a un hic. Le Pentagone ne veut pas se lancer dans la construction d'entrepôts, tout comme il ne veut pas se lancer dans le secteur aérien. Il loue donc l'espace à des partenaires civils. Une fois les commandes passées, les stocks sont expédiés. Mais l'armée américaine ne s'occupe pas non plus beaucoup de l'expédition. Elle n'a même pas la capacité de déplacer toute la marchandise. Ainsi, tout comme avec les navires de transport maritime volontaires et avec FedEx dans la flotte aérienne civile, elle s'appuie sur un vaste groupe de sociétés de logistique tierces pour faire le gros du travail à sa place. Concrètement, ces entreprises privées transportent 98% des textiles dont l'armée américaine a besoin. Les uniformes, les vêtements d'hiver. Ces sous-traitants fournissent également 86% des pièces détachées et presque 100% du carburant. Tout comme les pseudo-matelots à bord de navires comme l'USNS Carl Braceman, les conducteurs sont des civils, et ils n'acheminent pas ces marchandises vers les anciennes bases traditionnelles. Ils vont dans des ports civils partout dans le monde, qui assurent 90% du transport maritime de l'armée américaine, et 40% de son transport aérien de fret. Presque toute la cargaison transportée par voie maritime, et la petite quantité acheminée par avion, provenait de ces ports, pas de bases militaires comme Pearl Harbor. Tout cela dépend entièrement des infrastructures civiles et des travailleurs portuaires civils. Mais il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Alors que les bases à l'étranger se raréfient, où ces avions atterrissent-ils réellement lors d'un conflit à l'étranger? Dans quel port les navires de la marine accostent-ils? Comment peuvent-ils opérer sur un territoire étranger et souverain? Vous vous souvenez de ces 122 sites internationaux? Tout cela fait partie d'une chaîne de documents qui va plus loin que n'importe quel trajet aérien. Les bases à l'étranger ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient, mais l'armée américaine a signé des accords d'acquisition et de soutien mutuel avec plus de 120 autres pays. Cela ne veut dire qu'une chose, le marché s'ouvre. Ces accords, d'une valeur de quelques milliards de dollars par an, restent modestes, mais ici, la taille du portefeuille importe peu. Ce qui compte, c'est où se trouvent les moyens et l'usage qu'on fait des sites. En coulisses, l'armée américaine utilise un réseau d'accords souvent méconnus. Certains sont simples. Ils permettent à l'armée d'acheter des fournitures auprès d'autres pays ou de partenaires internationaux, lorsque c'est nécessaire. Cela inclut tout, du carburant à l'équipement, en passant par le soutien logistique. D'autres sont plus complexes, reposant sur des accords réciproques, où les alliés fournissent des ressources en échange d'un accès partagé lors des opérations. Mais les deux systèmes aboutissent au même résultat, le prépositionnement. Au lieu d'attendre une crise pour tout acheminer, d'énormes quantités de matériel sont déjà stockées à l'avance, placées près des endroits où elles pourraient être nécessaires. Dans certains cas, même l'infrastructure elle-même est prépositionnée, suffisamment pour assembler des bases opérationnelles en quelques jours seulement. Ainsi, lorsque les forces arrivent, elles ne partent pas de zéro, elles arrivent dans un système qui les attend déjà. L'effet est le même que de prépositionner une armée entière sans déclarer de base. L'armée américaine peut acheter sur place, les stocker dans des entrepôts locaux, puis obtenir ce dont elle a besoin auprès de ses partenaires sur le théâtre d'opération. Elle n'a pas besoin d'expédier du matériel à travers un océan. C'est ce qui aide l'armée américaine à remplir sa mission d'être prête à faire face à n'importe quelle menace dans le monde en 3 jours. Et personne ne sait vraiment où tout cela se trouve. En fait, les registres du Pentagone concernant tout ce qui entre et sort sont un peu maigres. Ce que nous savons, c'est que ces accords logistiques de l'ombre ont joué un rôle majeur ces dernières années. L'Ukraine tomberait sans eux. C'est aussi simple que ça. La première année du conflit, la Maison-Blanche a utilisé le pouvoir présidentiel de prélèvement sur les stocks pour transférer plus de 20 milliards de dollars en armes et équipements à l'Ukraine. Aucun acte du Congrès n'était nécessaire. Aucune autorisation pour une base n'était requise. Le système inconnu a agi plus vite que tout déploiement militaire officiel n'aurait pu le faire. L'Alliance de l'OTAN dispose du réseau le plus fortement intégré de sites d'accès et de matériel prépositionné. C'est ce qui a permis aux États-Unis d'apporter rapidement une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine au début de la guerre,
Aucune loi du Congrès n'était nécessaire. Grâce au pouvoir présidentiel de prélèvement sur les stocks, la Maison-Blanche peut prélever des armes ou des services sur les stocks du département de la Défense et les transférer à des partenaires. Le président peut donner l'ordre à tout moment et le remettre à toute personne choisie par la Maison-Blanche. Mais les réseaux de services croisés se sont manifestés de manière plus évidente lors de l'opération Epic Fury. Les États-Unis ont ces accords avec presque tous les pays importants de la région. Le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et ainsi de suite. Prenons l'accord avec l'Arabie saoudite comme exemple. L'accès et les services croisés fonctionnent dans les deux sens. Parfois, cela rapporte même de l'argent à l'Amérique. Les Saoudiens ont payé l'armée américaine et des entreprises américaines pour les fournitures nécessaires à leur armée dans cet accord. Peu importe que ce soit contre les Houthis au Yémen ou pour la défense contre les missiles et drones iraniens. Ils ont payé pour cela. Le Pentagone a pris le modèle de la flotte aérienne de réserve civile et l'a étendu. Maintenant, il n'y a plus seulement Delta Airlines qui s'était mise à contribution. Ce sont des pays entiers. Les accords ACSA sont censés être réciproques et neutres en termes de revenus, mais ceux qui signent l'accord doivent aussi céder leurs infrastructures. En cas de demande concurrente, l'armée américaine prévaut. Regardez le Qatar, il y a un quartier général avancé sur la base aérienne d'Al Udeid. En apparence, cela ressemble à l'une de ses anciennes bases militaires au Moyen-Orient, avec 10 000 membres du personnel stationnés là-bas au début de 2020 pour l'âme. Mais qui fait le gros du travail pour soutenir ces troupes? Pas les Américains. L'agence de logistique de la défense achète et reçoit toutes les marchandises expédiées dans ces endroits. Mais le Qatar s'occupe de la logistique. Elle maintient les ports en activité pour les escales des navires et entretient l'infrastructure locale pour le transport des fournitures. Lorsque l'armée américaine a lancé l'opération Epic Fury, elle a obtenu la priorité d'accès à ces ports, routes et entrepôts. Non seulement sur la base, mais aussi dans différents endroits. Tous les risques ont aussi été externalisés au bon moment. Mais ce réseau présente une vulnérabilité dont personne à Washington n'aime parler publiquement. COSCO, la China Ocean Shipping Company, est le plus grand conglomérat maritime du monde. Elle appartient à l'État, et ses navires transitent chaque semaine par les ports américains. Plusieurs grands terminaux portuaires américains bénéficient d'investissements ou d'une implication opérationnelle chinoise, y compris le port de Long Beach, l'une des deux principales portes d'entrée du fret sur toute la côte ouest. C'est cette même infrastructure portuaire de la côte ouest dont l'armée dépend pour acheminer du matériel et des fournitures vers le Pacifique. Mais les empires fondés sur des contrats ont une faiblesse que les empires bâtis sur des territoires n'ont pas. En cas de conflit à Taïwan, les États-Unis activeraient leur réseau logistique civil, au moment même où la Chine pourrait ordonner à ses moyens de transport maritime contrôlés par l'État de faire exactement le contraire. Annuler des contrats, retirer des navires, donner la priorité à d'autres clients, créer des retards dans les terminaux où les capitaux chinois ont leur mot à dire. Le Pentagone ne peut ni saisir ni contraindre des navires sous pavillon étranger. Il peut surenchérir face aux concurrents pour la capacité, mais seulement si celle-ci est disponible et effectivement offerte. Le réseau, qui rend la projection de puissance américaine invisible en temps de paix, devient visible et fragile au moment où il est le plus nécessaire. L'arme ultime est un contrat, et les contrats peuvent être rompus. Des sites tels qu'Al Udeid ont prospéré à la fin des années 90, mais avec les missiles et drones bon marché actuels, ils sont désormais des cibles faciles. L'Iran en a donné un aperçu au cours des derniers mois. Après un mois de guerre, 13 bases militaires américaines au Moyen-Orient avaient été gravement touchées par des missiles et drones iraniens. Le commandement central a dû disperser les troupes dans la région pour les rendre moins vulnérables. Et si l'Iran peut faire cela, tout le monde à Washington redoute ce que la Chine pourrait faire aux bases dans l'Indo-Pacifique. Il doit y avoir une autre solution. Et il y en a une. En réalité, il y en a deux. Ces compagnies aériennes privées ne transportent pas seulement des troupes et d'autres membres du ministère de la Défense vers les bases visées par des missiles iraniens et chinois. L'armée américaine est d'une telle ampleur qu'elle s'est lancée dans le secteur hôtelier. La plus grande chaîne est Air Force Inns, avec 89 sites, mais les autres branches disposent aussi de hébergements dédiés. Il y a environ 82 000 chambres disponibles dans le monde entier, utilisées pour les troupes en mission temporaire, les relocalisations permanentes, les rotations d'entraînement et les contractuels civils. Ces hôtels ne sont pas de vieux baraquements. Prenez par exemple celui près de la base aérienne d'Incirlik en Turquie. L'endroit possède son propre terrain de golf et une piscine, et il accepte même les animaux de compagnie. Ces hôtels étaient autrefois une sorte de co-entreprise. L'armée les gérait, et les dotait de personnel avec le soutien de sous-traitants civils embauchés par la base. Mais en 2025, l'armée de l'air a au moins annoncé qu'elle allait procéder à une restructuration. Si cela ressemble à du jargon d'entreprise, c'est bien le cas.
Elle cherche maintenant une entreprise privée pour reprendre complètement l'activité, et espère avoir un partenaire en place en 2027. Il pourrait y avoir une vingtaine d'armes nucléaires à Incirlik, mais pour le Pentagone, confier l'ensemble à une chaîne hôtelière fait partie du plan. Davantage de sous-traitants devront avoir accès à encore plus de sites isolés pour que le passage de l'armée américaine des bases géantes à ce nouveau modèle réussisse sur le long terme, car ces sites apparaissent un peu partout. Peleliu n'était qu'un exemple. Des images satellites ont détecté quelque chose d'étrange sur l'île de Balibag, aux Philippines, en 2019. En 2024, elle s'était transformée en une toute nouvelle station, dotée d'une piste d'un peu plus de 3 km. Techniquement, elle est censée servir à des fins humanitaires et de secours en cas de catastrophe, mais il suffit de regarder la géographie pour comprendre ce que les constructeurs avaient vraiment en tête. Balibag est l'île la plus à l'ouest des Philippines. En d'autres termes, c'est l'endroit idéal pour que l'armée américaine surveille et intervienne potentiellement contre les îles fortifiées de la Chine, dans les Spratleys. Mais surtout, ces bases nénuphars fonctionnent aussi sur le plan défensif. Regardez simplement l'emplacement de Balibag. Elle a été plus éloignée du continent chinois, ce qui la rend bien plus facile à protéger contre les missiles et drones que des bases comme la base aérienne de Kadena, à Okinawa, avec ses 20 000 militaires. C'est aussi bien moins coûteux si missiles et drones touchent la cible, qui est surtout une piste d'atterrissage, quelques entrepôts et peu de soldats en rotation. Si Kadena est endommagée, c'est une catastrophe. Si l'une de ces micro-bases donnait détruite, il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais. Balibag n'est qu'un nénuphar parmi d'autres. L'armée américaine a signé l'accord de coopération renforcée en matière de défense, l'EDCA, avec les Philippines en 2014. Il y a maintenant 9 sites aux Philippines, répartis à travers le pays. La Chine aurait pu cibler la baie de Subic par le passé et paralyser les opérations de l'armée américaine en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, l'Amérique a diversifié son portefeuille. En fait, l'EDC a eu tellement de succès que Washington a poussé cette idée jusque dans des endroits complètement isolés. C'est pourquoi Peleliu a été reconstruite. Il est peu probable qu'elle soit le théâtre d'une bataille entre les marines américaines et chinoises, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est trop loin de la Chine pour être un champ de bataille pertinent. Cependant, l'aérodrome permet à l'armée américaine d'acheminer des fournitures et de repartir rapidement à une distance plus sûre. Il y a aussi un autre avantage majeur à la stratégie du nénuphar. Politiquement, ça fonctionne bien mieux. Les bases de l'ère de la guerre froide, comme Kadena ou Ramstein, sont controversées depuis des années. Elles servent de lieu de rassemblement pour la désobéissance civile. Chaque année, les habitants d'Okinawa protestent contre les bases américaines. En 2018, 70 000 personnes sont descendues dans la rue, même alors que les tensions du Japon avec la Chine augmentaient rapidement. Mais qui va protester contre une piste d'atterrissage et quelques entrepôts perdus au milieu de nulle part ? Naturellement, Washington adore ces nouvelles bases discrètes. Donc Peleliu n'est pas le seul ancien champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale à être réactivé. L'armée américaine remet également en service Northfield sur Tinian, dans les îles Mariannes du Nord. Il ne manque qu'une seule chose à cette stratégie de base discrète. En surface, cela peut ressembler à une approche fragmentée, presque artisanale, de la posture militaire mondiale. Mais c'est justement le but, car le Pentagone s'éloigne de l'idée de tout faire lui-même. Voici l'île de Yap, dans les États fédérés de Micronésie. Elle se trouve entre les bases américaines de Guam et de Palaos, et l'US Air Force s'y intéresse suffisamment pour demander un budget de 400 millions de dollars pour cette petite île. Le plan: allonger la piste de l'aéroport international de l'île afin qu'elle puisse accueillir des avions militaires américains. La stratégie en elle-même ne change pas. Il s'agit toujours d'étendre la portée plus loin dans le Pacifique, plus loin de la Chine, et de renforcer la résilience au cas où des centres clés comme Guam seraient menacés. Ce qui change, c'est la méthode. Au lieu de se reposer uniquement sur des bases militaires traditionnelles, le système intègre de plus en plus les infrastructures civiles, en particulier les aéroports commerciaux et les centres logistiques dans les régions isolées. Nous connaissons les mouvements des troupes et des fournitures, leurs responsables et leurs stratégies juridiques pour contourner les obstacles. Désormais, nous savons aussi mieux où ils se dirigent. Additionnez tout cela, et la stratégie derrière le réseau secret du Pentagone se révèle. L'armée américaine peut mener des guerres aux deux extrémités du monde si nécessaire. Pas parce qu'elle possède le plus d'avions, de navires ou de forteresses armées, mais parce qu'elle peut utiliser l'économie mondiale à ses propres fins. Si elle se bloque en pleine crise, les forces américaines dans le Pacifique ne manquent pas d'armes. Elles manquent de carburant, de pièces détachées et de lits en quelques jours. Le réseau est réel. L'accès l'est aussi.
Et la vulnérabilité l'est aussi. C'est pourquoi l'arme ultime de l'armée américaine est un contrat, pas un porte-avions. Les États-Unis n'ont pas construit un empire mondial de territoire. Ils ont construit un empire mondial d'accès. Un accès que personne d'autre ne possède. Et vous prenez l'avion grâce à cet accès. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Ça change vraiment tout. Merci encore. Et on se retrouve la prochaine fois sur MapPack.